Et bonjour à tous, c'est Nobuji pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Rogers Place à Edmonton, Alberta au Canada, devant un petit peu plus de 3700 spectateurs. Et le show démarre à peine qu'on retrouve Will Ospreay en prise avec Jon Moxley, qui est vite aidé par les Death Riders, mais un 4-4 arrive dont sort Alex Windsor, qui vient en renfort de son mari, ainsi qu'une partie de United Empire, dont Enare, Francesco Akira, et le tout nouveau champion IWGP Heavyweight Callum Newman, devenu champion en battant Yota Tsuji à Sakura Genesis il y a à peine une semaine. Et ouais, un peu surpris de voir United Empire ici, après ça paraît logique, vu qu'il était passé à Sakura Genesis justement dans un match 3 contre 3. Et donc là, United Empire qui répond un petit peu à l'invitation. Donc voilà, qui viennent en renfort, c'est cool de les voir là, je m'y attendais pas du tout, donc c'était une bonne surprise de les voir arriver ici au Canada. La bagarre va se poursuivre jusqu'au ring, où United Empire va prendre le dessus sur les Death Riders, et Will Ospreay va en profiter pour annoncer que dans le main event de ce soir, ce sera United Empire contre les Death Riders. Donc ouais, beau main event à venir entre les deux clans. Ensuite, on enchaîne avec Don Callis, backstage, qui confirme malheureusement la blessure de Kyle Fletcher, qui sera absent pour un long moment, suite à une blessure au ménisque, si j'ai bien compris, et il annonce que le titre TNT sera mis en jeu dans un Casino Gauntlet Battle Royale High Dynasty. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de remettre le titre en jeu ici. Ça va permettre de mettre du monde sur la carte en plus, et c'est toujours un format un peu excitant pour Elite, ça permet de mettre du monde et de peut-être faire une ou deux surprises. Donc bon format, et je pense que c'était le meilleur moyen de faire ici. C'est un classique de l'élite, de toute façon, là. La Casino Gauntlet, donc c'est bien que ça reste plus ou moins un classique. Et le premier match de la soirée, entre Bandido, Jack Perry et Darby Allin contre Andrade, Mark Davis et Konosuke Takeshita. Assez vite après le début du match, Andrade, il va se rendre backstage, un peu pour narguer Darby Allin, en disant bon voilà, tu mérites pas trop mon attention. Darby, lui, va le provoquer en main, le micro en main pour le faire revenir au ring, en disant que voilà, il est la S-word de Don Callis. Et du coup, ça va faire revenir Andrade, mais c'était probablement un petit piège pour que Mark Davis puisse s'en prendre à Darby Allin. Et Andrade lui va revenir pour également faire démarrer le match. Après ça, le match il va se calmer un petit peu le temps de la pub. Mention spéciale à Mark Davis et Konosuke Takeshita qui balance Darby au niveau du sonneur de cloche. Dans la foulée, Andrade va glisser son DM sur Jack Perry pour prendre la victoire. J'espère que cette victoire en trio de la Dunkel's Family et la présence de Mark Davis dans le match va permettre à Mark Davis d'avoir un match pour le titre national contre Jack Perry, parce que Mark Davis il brille un petit peu en solo ces derniers temps. Il a pas eu beaucoup de chance avec tous ses partenaires qui se blessent les uns après les autres dès qu'ils tentent de faire un truc avec eux. Donc ce serait bien que Mark Davis il a un peu sa chance en solo, surtout qu'il est bon, il est vraiment très très bon, il brille beaucoup ces derniers temps. Donc ouais, je pense qu'il mériterait d'être récompensé avec un match contre Jack Perry. Pourquoi pas devenir champion national, hein. Franchement, vu le taf qu'il a là-bas ces derniers temps, je pense que c'est un titre complètement à sa mesure. Donc ouais, ça peut être très sympa. Très très sympa. Et alors, la Dunkel's Family s'en prend à Jack Perry. Post-match, les Bucks viennent faire le save. Et ils superkick tous les membres de Dunkel's Family les uns après les autres. Et alors que Takeshita allait subir le Melzer Driver, c'est Kazuchika Okada qui vient faire le save. Mais comme d'habitude, les deux finissent par en venir aux mains et à s'échanger des petits coups d'avant-bras. Au final, ils vont réussir à partir backstage et on va couper sur le médecin de Elite Wrestling qui confirme que voilà, Kenny Omega, il est en bonne santé, qui pourra se battre à Dynasty, que bon voilà, il a jamais été aussi en forme. J'imagine que c'est, bon, entre autres, un peu pour teaser le segment du soir, parce qu'il va y avoir des choses qui vont tourner autour de ça, mais aussi pour désamorcer peut-être une éventuelle polémique à Dynasty, parce que logiquement, on peut imaginer que MJF va s'en prendre au ventre de Kenny Omega et profiter de sa diverticulite. Et donc, bon, si le match venait à devenir un peu graphique, à cause de ça, je pense qu'ils veulent désamorcer en disant que Kenny Omega, il n'est pas vraiment en danger de mort, etc. Sur le ring. Ses tripes n'ont pas vraiment explosé d'un moment à l'autre. Je trouve ça dommage de le faire avant le match. À la limite, j'aurais presque préféré que ça arrive après, si ça doit se faire. Ma préférence aurait été que ça se fasse pas du tout. On n'est pas à justifier l'état de santé de Kenny Omega. Si on peut entretenir le flou sur le fait que il est en forme ou pas, c'est quand même le mieux. Au moins, on craint vraiment, on maintient ce flou entre le réel et le faux dans le catch. Et voilà, est-ce qu'il y a toujours ce moment-là où on craint véritablement pour la santé de Kenny Omega? Ça aurait été quand même mieux, ça aurait rajouté énormément de drama. Et donc, on désamorce ça en amont. Ça me fait beaucoup de peine. Donc, je trouve ça dommage de le faire, même si
je comprends juridiquement vis-à-vis de l'élite qui veulent se protéger de certains retours, mais je trouve ça dommage. On enchaîne avec le second match de la soirée entre Willow et Queen Aminata qui fait son retour pour le titre TBS. Donc voilà, qui obtient tout de suite une chance pour le titre. C'est toujours agréable de voir une catcheuse strikeuse comme Queen Aminata sur un ring. Et d'ailleurs, on voit plusieurs reprises Hikaru Shida observer le match depuis les tribunes. Finalement, Willow prendra quand même la victoire dans un match plutôt sympathique à suivre. J'ai beaucoup aimé le regarder. De toute façon, c'est assez sympa sur cette mid-card là. Je suis content de voir que visiblement il y a quelque chose qui a l'air de se faire autour d'Hikaru Shida et qu'on l'oublie pas tout de suite après sa défaite contre Willow. Est-ce que ça va être pour créer un clan avec les personnes qui sont battues par Willow, histoire de créer un peu cette mid-card qui manque cruellement à All Elite. En tout cas, moi, toujours pareil, petit truc que je trouve un peu dommage ici, c'est que par exemple Queen Aminata, pour le coup, son retour est annoncé. Hikaru Shida avait une volonté de faire une surprise, donc je comprends qu'on la fasse revenir tout de suite contre Willow. Mais Queen Aminata, vu qu'on l'annonce, j'aurais peut-être aimé que ce match-là ait lieu à Dynasty et que Queen Aminata fasse un petit retour pour reprendre un petit peu pour reprendre un petit peu le public en main, on va dire, pour se réhabituer au public et que le public se réhabitue à elle et peut-être lui faire un petit match à Dynamite, un match à collision avant le match à Dynasty et comme ça éventuellement lui faire affronter les gens, de la faire gagner 1 ou 2 matchs. Ça aurait pu être sympa de la représenter auprès du public comme elle était absente depuis un moment. Toujours un petit peu cette peur quand on fait démarrer les gens comme ça directement avec un shot au titre sans les avoir réhabitués que au final on puisse les refaire disparaître et que le public les oublie quasiment aussitôt parce que on n'a pas vu de Queen Aminata depuis des mois. Elle revient une chance au titre. Bon, on se doute qu'elle va pas partir tout de suite pour le titre mondial. Il va falloir trouver un programme d'attente pour elle. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes dans ta division. Donc c'est un peu dommage, on va dire. Mais après, le match reste très bien. C'est pareil, c'est pinaillé pour pinailler. Et tout le monde n'a peut-être pas le même avis que moi là-dessus. C'est cool de revoir Queen Aminata. J'espère juste qu'on en verra un petit peu plus sur les prochaines semaines. Chris Jericho, qui arrive sur le ring après son retour de la semaine dernière, il va prendre le micro et faire une promo de Babyface. Concrètement, là, je pense qu'il est de retour vraiment pour faire le Babyface du côté de l'élite. Il va rappeler qu'il était arrivé au départ de Elite Wrestling, qu'il a fait des efforts pour revenir dans la meilleure shape possible. Il a d'ailleurs son nouveau contrat dans les mains et il s'apprête à le signer, mais il est interrompu par Ricochet et Gates of Agony, qui va tenter de le dissuader de signer le contrat. Il va se moquer de Chris Jericho, et Jericho lui va dire que dans ce contrat, il peut choisir n'importe qui pour l'affronter à Dynasty, et il va révéler que Ricochet vient de faire son entrée dans sa liste. Retour de la gimmick de la liste de Chris Jericho. C'est une gimmick qui plaisait, le public a bien réagi à ça. De toute façon, il n'a pas réagi à grand chose, le public dans le show, en dehors de ça. C'est toujours des moments un peu drôles. Bizarre de voir Ricochet être le premier contender de Chris Jericho, alors que Ricochet, il est déjà bien établi. Je suis plus curieux de voir ce qui va se passer après, plutôt que ce qui va se passer dans ce match-là en soi. Je pense que on aurait pu avoir des matchs plus intéressants que ce match-là à Dynasty. Maintenant, je comprends l'intérêt pour l'élite de mettre ce match-là sur la carte. Je comprends un peu moins l'intérêt pour nous en tant que spectateurs. Je pense que c'est aussi un petit truc pour faire un coucou aux Canadiens. Voilà, un Dynasty au Canada. On met Chris Jericho sur la carte. Mais à un côté, voilà, ça permet peut-être de vendre quelques tickets en plus. Je sais pour ça. Je comprends du côté de l'élite pourquoi ils le font. Pour nous, je trouve ça pas très intéressant. Et puis voilà, c'était pas particulièrement un match contre Ricochet que j'avais envie de voir. Après, ça permet de vite situer Chris Jericho dans la catégorie des babyface. Donc, je suis plus pressé de voir la suite, ce qui va se passer après, que du match en lui-même. Lexiner, avec la Don Callis Family backstage. Don Callis qui va annoncer que les Young Bucks affronteront Konosuke Takeshita et Kazuchika Okada et Dynasty. Takeshita va accepter, mais sous une condition. Il veut avoir une chance au titre continental de Kazuchika Okada. Don Callis va accepter. Okada n'a pas vraiment son mot à dire, mais seulement si Takeshita et Okada font vraiment équipe et qu'il n'y a pas de dissension entre les deux, il aura sa chance au titre continental. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Je m'attendais pas à ce que ça se passe dans le cadre de la Don Callis Family. Je pensais qu'il y aurait des plus grandes dissensions et que Takeshita aurait quitté la Don Callis Family d'ici là. Aujourd'hui, celui qui est le plus proche limite de quitter la Don Callis Family, c'est Andrade.
parce que bon bah voilà, lui veut devenir champion mondial. Il sent que voilà, Don Callis a pas l'air d'être complètement pour qu'Andrade soit challenger. Il lui met presque des bâtons dans les roues. Il y a un petit peu des petites tensions à ce niveau-là. Et au final, bon, on s'approche enfin de ce match entre Takeshita et Okada. Attention à ne pas décevoir parce que ça fait longtemps que le match est teasé. Pleine confiance quand même en Okada. Pour faire un bon match, je pense quand même que ça sera un excellent match. Mais voilà, ça fait longtemps que ce match est teasé. Du coup, il faudra pas décevoir quand il va arriver. Mascara Dorada contre Tommaso Ciampa pour le spot de numéro 1 dans le Casino Gauntlet. Vraiment cool de pouvoir voir ce genre de match avec un des tout meilleurs jeunes talents du monde. Mascara Dorada, seulement 24 ans, et déjà capable de faire des matchs aussi bien. Finalement, Ciampa, il va finir par remporter le match avec son running knee au bout d'un très bon match. C'est tellement bon, j'ai oublié de prendre des notes. J'étais juste assis sur ma chaise, j'ai regardé. j'ai profité du match. Et j'ai même pas pensé à prendre des notes. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé le match. Mais ouais, très 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 sympa. Moi, je vous invite à le voir. De toute façon, pour le coup, sur ce show-là, il y a que 4 matchs. Et les 4 matchs sont très bons. À la limite, le moins bien, c'est peut-être l'opener. Mais en vrai, tous les matchs étaient très très bien. Beaucoup de segments par contre, ce qui m'a, moi, à titre personnel, un peu embêté. Mais bon, faut qu'on sorte NXT, donc je comprends aussi. En parlant de segments, les dogs de Bruno Genesio, qui provoquent verbalement les champions trio, et veulent un match pour les titres, après avoir passé à tabac Roderick Strong et Orange Cassidy. Donc ouais, Clark Connors, Gabe Kidd et David Finlay, qui auront un match pour les titres trio à collision. Un peu déçu que ce soit pas NXT. Typiquement, un match que j'aurais mis au-dessus du match entre Chris Jericho et Ricochet. Mais bon, au final, on aura collision. Ça permet probablement de vendre des tickets pour collision également. Je sais pas si c'était enregistré dans la foulée de Dynamite ou si c'est un show à part. Je pense que ça doit être un show à part, vu que du coup, ils ont besoin de vendre des tickets. Ça paraît très logique. Mais bon, c'est cool. Les dogs sont 3. Et les champions trio, par essence, ils sont 3. Faisant match pour les titres. Ça paraît logique. Et c'est cool de les voir. J'espère même qu'ils vont peut-être prendre les titres. Ça me dérangerait pas d'avoir un règne court. Comme je dis depuis longtemps, je trouve que Kevin Knight et Mike Bailey sont presque plus embêtés par ces trios qu'autre chose. Donc, je pense que les Dogs seraient moins embêtés d'avoir ces titres. Et je pense que ce serait bien pour eux d'avoir une victoire assez décisive tôt dans la compagnie. Donc, ouais, j'espère qu'ils vont gagner à collision. J'espère qu'ils auront les titres. Je sais pas si c'est enregistré qu'il y a déjà eu le spoiler. Moi, en tout cas, je me suis pas fait spoiler. Si c'est le cas, et j'espère qu'ils vont prendre les titres trio. Adam Copeland et Christian Cage qui vont sur le ring pour provoquer FTR depuis le ring. Christian, il va même en mettre une petite couche en disant qu'il allait visiter les mamans d'FTR, des propos que je ne citerai pas, mais qui sont scandaleux. Et FTR va répondre à la provocation, mais Trent Barretta et Rocky Romero qui vont faire distraction pour permettre au FTR de prendre l'avantage dans la bagarre. Ils vont même piéger le bras de Christian dans une chaise pour réaliser un stomp depuis le coin, là, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc ouais, Christian qui va arriver diminué à Dynasty. Je vais voir ce que ça va donner. J'imagine que pendant le match, Christian risque de prendre la hit et de surtout arriver diminué. On va avoir donc un gros focus sur le bras de Christian pendant le match. Ça, déjà qu'il y a une grosse dimension personnelle, j'aime bien en plus quand les matchs rajoutent une petite partie technique à l'intérieur du match, parce que du coup, voilà, vous voyez, ça se traduit vraiment à l'intérieur du match. On va voir des FTR qui vont vouloir s'en prendre au bras de Christian et ça va être la faiblesse de Christian et Adam Copeland. Donc ouais, curieux de voir ce que ça va donner. Je m'attends à un match plutôt sympa. Darby Allin qui dit qu'il a peur. J'ai peur. T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur. De ne pas être capable de gagner les gros matchs, qu'il est peut-être pas capable de devenir champion du monde chez Elite Wrestling. Il doute et donc il a vraiment besoin de gagner ce match contre Andrade. C'est un match pour devenir challenger numéro 1 au titre mondial. Celui qui gagnera ce match, il ira affronter soit Kenny Omega, soit MJF, soit Mike Bailey. Parce que Kenny Omega avait promis à Mike Bailey qu'il lui offrirait un title shot s'il gagnait, donc il serait le premier en ligne. Donc peut-être Mike Bailey, on ne sait pas. À Double or Nothing, Darby Allin doute. Et pour lui, c'est peut-être un des matchs les plus importants pour lui. S'il le perd, qu'est-ce qu'on fait de Darby Allin? United Empire contre les Death Riders. Les deux groupes, ils vont se battre dans le public avant même que la cloche sonne. J'ai même pas entendu la cloche sonner de tout le match. Au final, le match devait probablement être un match avec disqualification, un match classique. L'arbitre va faire avec, puisque tout le monde a décidé de se battre n'importe comment. Et le match va tourner un petit peu en espèce de sans disqualification, en règle mexicaine, où le mec légal, c'est celui qui est sur le ring. Ça a l'air d'être un tornado, une espèce de tornado 4 contre 4. C'était très sympa à suivre.
Akira et Nare d'ailleurs ils ont profité du flou juridique du début de match pour amener une échelle sur le ring et faire sauter Francesco Akira sur l'ensemble des Lost Riders. Callum Newman et Will Ospreay qui vont tenter de faire passer Moxley à travers une table. Claudio va interrompre tout ça et suite à ça les Riders ils vont emmener Francesco Akira sur le ring. Il va subir les assauts du groupe de Moxley et ce sera ensuite au tour de Callum Newman d'également subir les assauts. Ils vont vouloir faire la même chose avec Enare, mais ce dernier arrive à s'en sortir par la force brute et à équilibrer les débats. D'ailleurs, gros match Enare sur ce match-là, il était cool à suivre ici. Alors que je trouve que chez New Japan, c'est un peu moins intéressant, mais là, il s'est un peu sorti des doigts. Ça pourrait apparaître à la télé américaine. Est-ce qu'il veut signer un double contrat aussi, je sais pas, mais en tout cas, il fait tout pour. Et après ça, Cassoli va réussir à le faire passer à travers une table en dehors du ring avec une souplex. Mox, il va utiliser un morceau de kendo stick dans un premier temps pour aveugler Ospreay et essayer de lui mettre le bâton dans l'œil. Puis après, il va lui enfoncer le bout du kendo stick dans le nez. C'est assez graphique, j'avais jamais vu ça, c'est assez rigolo à suivre. Et suite à ça, le combat il va prendre une tournure un petit peu plus traditionnelle jusqu'au moment où les dernières tables seront brisées à l'intérieur du ring et tous les traders sont passés à travers les tables. Toutes les tables seront donc brisées, toutes? Non. Une table résiste encore et toujours à l'envahisseur, malgré une powerbomb et un double foot stomp de Francesco Akira sur Daniel Garcia. Francesco Akira ne parviendra pas à faire passer Daniel Garcia à travers la table. C'était un peu drôle à voir, surtout qu'on sent que le double foot stomp, il a improvisé sur le coup, parce que la powerbomb ça n'avait pas fonctionné. Et après le double foot stomp, il a abandonné. La table a gagné, elle a mérité de survivre. Elle a gagné sa place parmi les United Empire, je pense, cette table-là. Et au final, Ospreay arrivera à prendre la victoire avec un Hidden Blade qui fera passer Mox à travers une table qui était placée sur le ring dans un coin et un tombé assisté de Callum Newman. Donc voilà, belle victoire et un beau match de United Empire. Et après le match, Ospreay va même tenter de mettre son Tiger Driver, mais Castagnoli va faire le save. Bon match, hein, franchement, une histoire qui est là bien racontée. Là, j'ai vu un petit peu cette violence que veut faire subir Will Ospreay à Jon Moxley. En plus, c'était cool, c'était une bonne surprise de voir United Empire là. C'est frais comme affrontement, donc c'est cool à voir. C'est des catcheurs qu'on connaît moins bien, en tout cas que les spectateurs de l'élite connaissent moins bien. Je connais un petit peu ces catcheurs de New Japan, et donc j'étais content de les voir. En plus, c'était une bonne surprise, donc c'est vrai que ça permet encore plus d'apprécier le match. Je trouve qu'on se laisse surprendre comme ça, et ouais, c'était assez cool. Et derrière, on va pouvoir enchaîner avec le segment final avec Kenny Omega qui rejoint le ring. Il va faire un discours de babyface et dire que voilà, la semaine dernière, il a perdu son calme et sans Mike Bailey, il aurait pu faire quelque chose qu'il aurait regretté. Il va dire que ce qui le dérange, c'est que Kenny peut faire tout ce qu'MJF sait faire de mieux, sait faire, mais en mieux. Et MJF, lui, n'est pas capable de faire ce que Kenny Omega est capable de faire sur un ring. La seule chose qu'MJF sait faire, c'est parler. Et ça, effectivement, Kenny le fait pas aussi bien. Kenny, il veut prendre le titre pour donner à All Elite le champion qu'il mérite, un champion qui sait se battre et un champion qui sait raconter des histoires sur un ring. Et c'est à ce moment-là qu'MJF va choisir de venir sur le ring également, micro en main. Il va dire qu'il pense pas que le Kenny Omega 2026 soit meilleur que le MJF d'aujourd'hui. Il va dire que voilà, cette chance au titre, ça sera probablement la dernière chance de Kenny Omega à un titre mondial, parce qu'après ça, il sera plus capable d'avoir une chance au titre, il sera plus capable de combattre. Et c'est vrai qu'MJF, je trouve qu'il touche à un point, il est probablement dans son prime aujourd'hui, et bon bah voilà, il a prouvé qu'il était capable de gagner contre des gens. Est-ce que MJF de 2026 c'est pas meilleur que le Kenny Omega de 2026? C'est ce qu'il va falloir prouver dans ce match. Et MJF va rappeler que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on lui fait le discours comme quoi il est pas le meilleur que son adversaire sur un ring, que tout ce qu'il fait, c'est faire, c'est parler. Cependant aujourd'hui, c'est lui le champion du monde. Il a battu tous les gens qui disaient ça auparavant. Le dernier en date qui lui a sorti ça, c'est Adam Page. Et Adam Page, il n'aura plus jamais de chance au titre d'MJF, au titre mondial. Et donc voilà, c'est un peu ce duel-là qui va se dérouler. MJF qui doit encore et toujours prouver qu'il est bon sur le ring, qu'il est capable de gagner contre les meilleurs. Et Kenny Omega qui lui doit prouver que au final, le Kenny Omega de 2026, il est tout autant capable que le Kenny Omega précédent. Et voilà, c'est peut-être sa dernière chance de remporter un titre mondial. Il va donc tout donner pour le gagner. Et d'ailleurs, il va prouver qu'il a préparé son match, parce que Kenny va proposer une poignée de main à MJF, qui va refuser et qui va tenter de s'en prendre à Kenny par surprise. Mais Kenny s'y attendait.
il évite la close line et place son genou dans le visage d'MJF. Et ils vont en profiter pour lui prendre sa bague et dire à MJF, bah voilà, il le trouve prévisible. Lui, effectivement, c'est probablement sa dernière chance à un titre. Donc il a bossé le match, il va tout faire pour le gagner. Le match de Kenny Omega, il est prêt. C'est le meilleur catcheur du monde qui va tout donner pour battre MJF, qui va se donner tous les moyens pour le remporter. Et voilà, qui va juste préparer ce match. Et c'est comme ça que se termine ce Dynamite. Un bon Dynamite, beaucoup de segments quand même, j'ai trouvé. Tous les matchs étaient très bons, pour le coup. Il y a eu assez de place pour tous les matchs. Toujours pareil dans ces moments-là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre tous les pay-per-view, t'es obligé de faire beaucoup de segments dans tes shows pour justifier des matchs. Preuve en est, ce match entre les Young Bucks et Konosuke Takeshita Okada, qui au final est fait au dernier moment. Je pense qu'il était peut-être prévu depuis un moment, ou probablement à un moment de Case dit, c'était probablement Proto Okada qui devait faire le match, mais Cal Fletcher s'était blessé. T'as dû improviser ça, et tu le justifies au dernier moment, parce que tu te mets un petit peu dans la panade toi-même, parce que t'as que 3 semaines pour construire Dynasty. AEW, c'est encore une compagnie jeune, qui fait des erreurs, et qui, je pense, va réussir à corriger ça, mais c'est vrai qu'ils ne cèdent pas beaucoup en se mettant des pay-per-views aussi proches les uns des autres. Maintenant, les pay-per-views, ils les vendent. All Elite, c'est une compagnie qui est rentable aujourd'hui. C'est une compagnie qui gagne de l'argent, et c'est rare pour une compagnie de catch. Je peux comprendre aussi qu'ils le fassent vis-à-vis d'eux, mais attention à pas perdre trop le public, justement, en multipliant trop les pay-per-views, en essayant de pas trop tous les rendre un peu trop épiques, on va dire, parce que tu vas réussir à vendre des pay-per-views, mais tu risques aussi de perdre, au final, un peu l'intérêt des gens pour ces pay-per-views-là, si t'en proposes trop, et qu'ils deviennent un peu banals. Il y aura un équilibre à trouver, et comme je disais, c'est une compagnie qui est encore jeune, qui fait ces erreurs-là, et qui va devoir les corriger à l'avenir. En tout cas, c'est tout pour moi, et pour ce récap de Dynamite. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 17h, mais avant ça, on se retrouvera sur la chaîne des Amis des Sauveurs de la Lutte pour, justement, la preview de Dynasty. Je sais pas exactement quand est-ce que ça sort, on l'a pas encore enregistré à ce moment-là, on l'enregistre dans l'après-midi, donc ça va probablement sortir, je pense, demain, j'imagine vendredi 10 avril, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la vidéo quand elle sortira en description. En attendant, je vous mets le lien des Sauveurs dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et à aller vérifier les liens également pour être sûr que vous êtes abonné à Squash FM sur tous nos réseaux. C'est tout. Pour moi, c'était Dumble J pour Squash FM. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!